Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On poursuit toujours donc les aventures de notre héros K, justement de Franz Kafka dans son livre Le Château. Donc notre cher héros vient juste d'apprendre que son messager ne lui transmet pas les messages, donc c'est assez problématique. Donc je vais reprendre la lecture un tout petit peu plus avant, histoire de bien resituer le contexte. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous allonger et puis pour écouter justement tout le magnifique texte de Kafka et des aventures de K qui s'ensuit. Voilà, je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie en tout cas. Et puis n'hésitez pas à nous faire un petit coucou via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Mon père est cordonnier, fit Barnabas, imperturbable. Il avait une commande de Brunswick et moi, je suis son ouvrier. Cordonnier, des commandes. Brunswick, s'écria K, furieux, comme pour proscrire à tout jamais chacun de ses mots. Et qui a besoin de bottes sur ces chemins, toujours déserts? Et que m'importe ces histoires de cordonnier? Je t'ai pas confié un message pour que tu ailles l'oublier et tout embrouiller devant ton établi de cordonnier, mais pour que tu le portes aussitôt à Monsieur Clam. K retrouva un peu son calme en songeant que Clam avait dû passer tout ce temps à l'auberge des messieurs et non au château. Mais Barnabas l'irrita de nouveau en se mettant à lui réciter son premier message pour lui montrer qu'il l'avait bien retenu. « Assez! Je ne veux plus t'entendre, fit K. « Ne te fâche pas, maître, dit Barnabas. Et comme pour le punir inconsciemment, il évita le regard de K en baissant les yeux. Mais c'était sans doute les cris de K qui l'avaient bouleversé. « Je ne suis pas fâché, dit K, dont l'agitation se retournait maintenant contre lui-même. Je ne suis pas fâché contre toi. Mais je suis très ennuyé d'avoir seulement un tel messager pour des affaires importantes. »« Écoute, fit Barnabas. Et il semblait que, pour défendre son honneur de messager, il en disait qu'il n'aurait dû. Plus qu'il n'aurait dû. Clam n'attend pas les messages en réalité. Il est même contrarié quand j'arrive. « Encore des nouveaux messages, a-t-il dit une fois. Et le plus souvent, il se lève lorsqu'il me voit arriver de loin. Il va dans la pièce d'à côté et ne me reçoit pas. Il n'est dit nulle part que je doive y aller dès que j'ai un message. Si c'est le cas, j'irai aussitôt, bien sûr, mais ce n'est dit nulle part. Et si je n'y allais pas, je ne serais pas rappelée à l'ordre pour autant. Quand j'apporte un message, c'est de mon propre gré. »« Bien, fit K, en observant Barnabas et en détournant exprès son regard des assistants qui se redressaient tour à tour lentement derrière les épaules de Barnabas comme il sortait d'une trappe, pour redisparaître à toute vitesse avec un sifflotement qui imitait le vent, comme si la vue de K les terrorisait. Ils s'amusèrent aussi longtemps. J'ignore de ce qu'il en est de Clam. Je doute que tu puisses tout comprendre exactement, et même si tu en étais capable, nous ne pourrions pas améliorer ces choses. Mais transmettre un message, cela, tu peux. Et je te prie de le faire. Un message tout bref. Peux-tu le transmettre dès demain? Et dès demain me dire la réponse, ou du moins l'accueil que tu as reçu. Peux-tu le faire et le veux-tu? Cela me rendrait grand service, et j'aurai peut-être l'occasion de te rendre l'appareil, à moins que tu n'aies déjà un souhait que je puisse exaucer. J'exécuterai cette mission, compte sur moi, dit Barnabas. Et t'efforceras-tu de l'exécuter le mieux possible, de transmettre le message à Clam lui-même, d'obtenir de Clam lui-même la réponse, et très vite, tout cela très vite, dès demain matin, le veux-tu? Je ferai de mon mieux, dit Barnabas. Mais je fais toujours de mon mieux. Oh, ne discutons plus, fit K. Voici le message. L'arpenteur. Si moi, maintenant, je lis mal les messages. Alors. L'arpenteur K demande à Monsieur le chef de bureau l'autorisation de se présenter personnellement devant lui. Il accepte d'emblée toute condition préalable pouvant être liée à cette autorisation. Il se voit contraint de formuler cette demande, car tous les intermédiaires ont jusqu'ici failli à leur mission. La preuve, c'est qu'il n'a encore effectué aucun travail d'arpentage et qu'à en croire le maire, il n'en effectuera jamais. C'est avec honte et désespoir qu'il a donc lu la dernière lettre de Monsieur le chef de bureau. Seule une audience personnelle avec Monsieur le chef de bureau pourra débloquer la situation.
L'arpenteur sait qu'il en demande beaucoup, mais il s'efforcera de réduire au minimum le dérangement causé à monsieur le chef de bureau. Il accepte que la durée de l'entretien soit limitée, voire le nombre de mots qu'il lui sera permis d'utiliser pendant l'entretien. Si cela paraît nécessaire, il estime que 10 mots seulement feront l'affaire. Il attend la décision avec un profond respect et avec la plus grande impatience. K avait parlé sans plus se contrôler, comme s'il était devant la porte de Clam en train de parler avec le gardien. « C'est devenu beaucoup plus long que je ne le pensais, reprit-il, mais il faut quand même que tu transmettes tout ceci à voix haute. Je ne veux pas écrire une lettre, car il ne pourrait que suivre de nouveau cet interminable circuit administratif. » K griffonna tout simplement pour Barnabas le message sur un bout de papier, en s'appuyant sur le dos d'un des assistants tandis que l'autre l'éclairait. Et K put le recopier aussitôt sous la dictée de Barnabas, car celui-ci avait tout retenu et le récita mot pour mot comme un écolier, sans s'occuper des suggestions erronées des assistants. « Ta mémoire est extraordinaire, dit K, en lui donnant la feuille. Mais s'il te plaît, sois-le autant pour le reste. Et tes desiderata, tu n'en as aucun? Franchement, je serais un peu rassurée sur le sort de mon message si tu en avais. » Barnabas resta d'abord silencieux, puis il dit « Mes sœurs te saluent. »« Tes sœurs, fit K. Ah oui, ces grandes gaillardes. Elles te saluent toutes les deux, mais surtout Amalia, dit Barnabas. C'est elle aussi qui m'a rapporté du château cette lettre pour toi. » Cette précision, plus que le reste, retint l'attention de K qui demanda « Est-ce qu'elle ne pourrait pas lui porter mon message au château? Ou bien, est-ce que vous ne pourriez pas y aller tous les deux et tenter chacun votre chance? » Amalia n'a pas le droit d'aller dans les bureaux, dit Barnabas. Sinon, elle le ferait sûrement volontiers. Je passerai peut-être chez vous demain, dit K. Mais toi, commence par m'apporter la réponse. Je t'attendrai dans l'école. Et salue tes sœurs de ma part. Barnabas sembla ravi de cette promesse. Et après avoir pris congé de K, en lui serrant la main, il effleura son épaule, comme si tout était de nouveau comme l'autre fois, lorsque Barnabas, tout resplendissant, avait fait sa première apparition à l'auberge, au milieu des paysans. K ressentit ce contact comme une marque d'élection, même si elle le fit sourire. Radouci, il laissa les assistants faire ce qu'ils voulaient sur le chemin du retour. Passons maintenant au chapitre 11, dans l'école. Il arriva chez lui complètement transi. Il faisait noir partout. Les bougies des lanternes s'étaient consumées. Guidé par les assistants qui connaissaient déjà bien les lieux, il traversa à tâtons une salle de classe. « C'est votre première action méritoire, dit-il en se rappelant la lettre de Clam. Encore à moitié endormi dans un coin, Frieda s'écria. « Laissez K dormir! Ne le dérangez pas !» K occupait donc à ce point ses pensées, même si, terrassée par le sommeil, elle n'avait pas pu l'attendre. Ils allumèrent la lampe, mais sans pouvoir guère augmenter la flamme, car il y avait très peu de pétrole. Il manquait encore bien des choses au jeune ménage. On avait certes chauffé, mais cette grande salle qui servait aussi de gymnase, il y avait un peu partout des agrès posés par terre ou suspendus au plafond. Avait déjà consommé tout le bois disponible, car reçut l'assurance qu'il y avait fait une chaleur fort agréable, mais hélas, la pièce était complètement refroidie. Et s'il y avait une importante réserve de bois dans une grange, elle était verrouillée, et la clé entre les mains de l'instituteur, qui autorisait seulement à prendre du bois pour chauffer pendant les heures de classe. C'eût été supportable s'il y avait eu des lits où se réfugier, mais en fait, de lits, il y avait en tout et pour tout un sac de paille recouvert très proprement d'un châle en laine appartenant à Frieda. C'était très appréciable, mais sans édredon et juste avec 2 couvertures rêches qui tenaient à peine chaud. Même sur cette pauvre paillasse, les assistants posaient un regard concupissant. Mais bien sûr, ils n'espéraient pas avoir jamais le droit de s'y allonger. Frieda regarda K avec inquiétude. À l'auberge des messieurs, elle avait déjà montré qu'elle savait rendre une pièce habitable. Fils la plus misérable, mais ici, elle n'avait pu faire mieux, tant elle était démunie.
Il n'y a que les agrès pour décorer notre chambre, dit-elle en se forçant à sourire au milieu de ses larmes. Quant à ce qui se faisait de plus gravement défaut, le lit et le chauffage, elle promit d'y remédier dès le lendemain et pria K de garder patience. Pas un mot, pas une allusion, pas une expression ne suggéra la moindre rancœur vis-à-vis de K, alors que c'était lui. Il devait bien l'admettre en son fort intérieur qu'il avait arraché à l'auberge des messieurs, tout comme il venait de l'arracher à l'auberge du pont. Aussi, K s'efforça-t-il de trouver supportable, ce qui, du reste, ne lui fut pas trop difficile, car, en pensée, il cheminait aux côtés de Barnabas et répétait mot pour mot son message, mais non pas comme il l'avait confié à Barnabas, plutôt comme il pensait que Clam l'entendrait. En même temps, il se réjouissait vraiment du café que Frieda lui préparait sur son réchaud à alcool et, appuyé contre le poêle qui refroidissait, il suivait les gestes agiles et expérimentés avec lesquels elle étalait sur le bureau de l'instituteur l'indispensable nappe blanche, y posait une tasse à café fleuri, puis à côté, du pain et du lard, et même une boîte de sardines. Tout était prêt maintenant. Frieda non plus n'avait pas encore mangé, elle avait attendu K. Il y avait 2 sièges. K et Frieda s'assirent à la table, et les assistants à leurs pieds sur l'estrade. Ah, mais ils ne se tenaient pas en place, et même pendant le repas, ils les dérangèrent. Ils avaient beau avoir été copieusement servis et être loin d'avoir terminé, ils se levaient de temps en temps pour vérifier s'il en restait encore beaucoup sur la table, et s'ils pouvaient encore espérer quelque chose. K ne se préoccupait pas d'eux, et seul le sourire de Frieda attira son attention sur eux. Il posa sa main sur celle de Frieda, sur la table, la caressa et lui demanda doucement pourquoi elle était si indulgente envers eux, au point de tolérer en souriant leur impatience, leur impertinence, pardon. On ne se débarrassait jamais d'eux ainsi, alors qu'un traitement un peu énergique, d'ailleurs fort indiqué vu leur conduite, permettrait de les tenir en bride, voire, ce qui était plus probable et préférable aussi, de les dégoûter suffisamment de leur poste pour qu'ils finissent par déguerpir. Le séjour à l'école ne s'annonçait pas très agréable, mais bon, il serait de courte durée. Et une fois les assistants partis et qu'ils seraient seuls tous les deux au calme dans la maison, Frieda et K se rendraient à peine compte de tout ce qui leur manquait. Frieda ne remarquait-elle pas aussi que les assistants devenaient chaque jour plus insolents, comme encouragés par sa présence, et que l'espoir que K sévirait moins fortement devant elle qu'en d'autres circonstances? Au reste, il devait y avoir des moyens tout simples de se débarrasser d'eux. Tout de suite, oui, et sans formalité. Peut-être même Frieda savait-elle comment, elle qui connaissait si bien les habitudes locales. C'est sans doute même un service à rendre aux assistants que de trouver un moyen de les chasser, car ils ne menaient pas grand train ici. Et l'oisiveté dont il avait joui jusque-là allait cesser au moins partiellement en ces lieux, car ils allaient être obligés de travailler, tandis que Frieda devait se ménager après les émotions des derniers jours et que K, lui, serait occupé à trouver les moyens de les tirer de cette situation pénible. De toute façon, K se sentirait tellement soulagé si les assistants s'en allaient qu'il la quitterait sans mal de toutes ses tâches de conciergerie à l'école, en plus du reste. Après l'avoir écouté attentivement, Frieda lui caressa lentement le bras et dit qu'elle était de même avis, mais qu'il prenait peut-être un peu trop au tragique les impertinences des assistants. C'étaient de joyeux lurons, un peu simplés, pour la première fois au service d'un étranger, libérés de la stricte discipline du château et donc toujours un peu excités ou ahuris. Cela leur faisait parfois commettre des bêtises qu'il était certainement naturel de trouver agaçantes, mais il était plus sage d'en rire. Parfois, elle ne pouvait s'empêcher de rire. Pourtant, elle était entièrement d'accord avec K. Mieux valait les renvoyer et être seuls tous les deux. Elle se rapprochait de K et blottit son visage contre son épaule. Et c'est là que, d'une voix presque inaudible qui força K à se pencher vers elle, elle lui dit qu'en réalité, elle ne savait pas comment se débarrasser des assistants et craignait que toutes les suggestions de K n'échouent. À sa connaissance, K lui avait lui-même demandé. Et maintenant, il les avait, il les garderait. Il valait mieux les prendre sans en faire, puisqu'il ne s'en faisait pas non plus, ce serait le meilleur moyen de les supporter. Fort peu satisfait de cette réponse, K lui dit
plaisantant à demi sérieux, qu'elle semblait de mèche avec les assistants, ou du moins animée d'un vif penchant pour eux. Certes, ils étaient jolis garçons, mais il n'y avait personne dont on ne pût se débarrasser, avec un minimum de bonne volonté, et K lui en donnerait la preuve avec les assistants. Frieda dit qu'elle lui serait très reconnaissante s'il réussissait. Elle s'engagea en outre à ne plus rire d'eux et échanger avec eux la moindre parole inutile. Elle avait d'ailleurs cessé de les trouver drôles et ce n'était vraiment rien d'être constamment observée par deux hommes. Elle avait appris à les regarder avec les yeux de K et en effet elle sursauta un peu lorsque les assistants se levèrent de nouveau, autant pour passer en revue les victuailles que pour découvrir le motif de ce conciliabule prolongé. K en profita pour dégoûter Frieda des assistants. Il l'attira contre lui et ils terminèrent le repas serrés l'un contre l'autre. C'eût été l'heure d'aller se coucher et tout le monde était très fatigué. Un assistant s'était même endormi sans avoir terminé. Ceci amusa beaucoup l'autre qui chercha à persuader ces messieurs, dames, de regarder le visage idiot du dormeur, mais sans succès. K et Frieda restèrent assis là-haut, comme s'ils n'existaient pas. Le froid devenait insupportable. Ils hésitaient aussi à aller se coucher. K finit par déclarer qu'il fallait à nouveau chauffer, sans quoi il serait impossible de dormir. Il chercha une hache. Les assistants savaient où il y en avait une. Ils l'apportèrent et l'on se rendit à la remise. La petite porte fut fracturée en un tour de main. Ravis comme s'ils n'avaient encore rien connu de si merveilleux, les assistants commencèrent à apporter du bois dans la salle de classe. Et se courant l'un après l'autre en se bousculant, il y eut bientôt un grand tas. On chauffa. Tout le monde s'allongea autour du poêle. Les assistants reçurent une couverture pour s'envelopper, ce qui suffisait amplement, car il fut convenu que l'un d'eux monterait toujours la garde pour entretenir le feu. Il fit bientôt si chaud près du poêle que les couvertures devinrent superflues. On éteignit la lampe et, heureux d'être au chaud et au calme, K et Frieda s'étendirent pour dormir. Dans la nuit, K fut réveillé par un bruit et, cherchant à tâtons Frieda en émergeant du sommeil, il découvrit à sa place un assistant couché près de lui. Ce fut sans doute à cause de la nervosité qu'un réveil brutal suffit à provoquer, la plus grande frayeur qu'il ait éprouvée au village. Il se redressa à moitié en poussant un cri et, sans réfléchir, flanqua l'assistant à tel coup de poing qu'il se mit à pleurer. Du reste, tout s'expliqua aussitôt. Frieda avait été réveillée par un gros animal. Avait-elle cru, du moins, sans doute un chat qui avait bondi sur sa poitrine pour s'enfuir aussitôt. Elle s'était levée en tenant une chandelle, avait inspecté toute la pièce à la recherche de l'animal. Un des assistants avait saisi l'occasion pour profiter de la paillasse, ce dont à présent il se repentait amèrement. Cependant, Frieda ne trouvera rien. Ce n'avait peut-être été qu'une illusion. Elle rejoignit K et, au passage, comme si elle avait oublié la conversation de la soirée, elle caressa pour le consoler les cheveux de l'assistant qui gémissait, tout recroquevillé. Sans commentaire, K se contenta d'ordonner aux assistants de ne plus alimenter le poêle car presque tout le tas de bois avait été consommé et il faisait une chaleur étouffante. Eh bien, c'est ainsi que s'achève donc cette lecture du livre Le Château de Franz Kafka. Et pour connaître enfin la suite et peut-être la dernière lecture, eh bien, c'est tout simplement dans un instant dans Voyage au bout de la nuit sur C8. À tout de suite.